que je te disais, je suis ravi d'avoir reçu ton livre. On va le montrer un petit peu. Il va être à l'envers, donc je remettrai le truc à l'endroit. Pas de souci, merci beaucoup. Donc, cuisine sous vide et basse température, approche technique et application par Christian Dubois. Eh ben, écoute, parle-nous un petit peu de toi et un petit peu de ton parcours, si tu veux bien. Oula. Bon, bah, je suis retraité maintenant, enfin retraité, mais plutôt actif, puisque j'ai 64 ans et j'ai toujours vécu dans la cuisine. C'est-à-dire que déjà tout petit, je faisais à manger. Et puis dès que j'ai eu l'âge, je suis allé en lycée hôtelier. Et ensuite, bah, j'ai travaillé un petit peu à l'extérieur. Puis après, j'ai racheté mon restaurant. J'ai acheté un petit restaurant en Touraine pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, un peu marre, on va dire. Donc, j'ai changé un peu d'orientation. Je suis allé travailler en chaîne hôtelière où là, justement, quand j'étais dans mon restaurant, j'ai travaillé sous vide. En 88, je suis allé faire les cours chez à Briennon, chez comment il s'appelle déjà? Je ne sais même plus son nom. Oui, je vais me rappeler de lui. Pourtant, je ne connais que lui, Georges Pralu. Et en rentrant dans mon restaurant, donc j'ai mis ça en place, donc de 88 à 94. Et en 94, j'ai ensuite changé d'orientation et j'ai travaillé dans une chaîne hôtelière où j'ai mis en place la production sous vide, en basse température. J'ai travaillé chez un gros traiteur de réception, on a fait la même chose. Et puis, bah, les années passant et avec un fils à la maison, j'ai dit, bon, il faudrait peut-être mieux que je m'occupe aussi de mon fils, ou en tout cas, je vois un peu la famille. Donc, je me suis orienté plutôt sur le commerce, où là, j'ai eu des vacances, mes premières vacances de ma vie. J'ai trouvé ça tellement bizarre que j'en ai même pleuré, mais bon, ça c'est. Et puis, et donc, j'ai fait ça pendant 5-6 ans dans le monde du groupe, dans le monde alimentaire, le groupe Nestlé, où là, j'ai commencé à faire de la formation, puisqu'il y avait un centre de formation à Dieppe. J'ai été pressenti là-dedans et où j'ai fait de la formation et où j'ai travaillé jusqu'à ma retraite. Et pendant 20 ans, j'ai enseigné à des vendeurs, bien sûr, mais à côté, comme il y avait un centre de formation pour adultes, en même temps, j'enseignais sur le sous-vide puisque c'était mon job, c'était mon boulot, c'était ma passion, quoi. Et depuis 4 ans maintenant, je suis en retraite, mais depuis 4 ans, je continue à faire des formations. Et puis, la fin du boulot quand même approche tout doucement. Je dis, bon, il faut quand même que je mette au propre tout ça et puis que j'en fasse profiter un maximum, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça tout simplement. Et je me suis réorienté maintenant aussi sur tout ce qui est cuisson en autoclave. Voilà. Pour faire les deux extrêmes, la plus basse et la plus haute. On en parlera à la fin de l'autocave de toute façon. On allait justement te demander après, notre question suivante, c'était de savoir qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ce livre en fait. Ben justement, en fait, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis en auto-entreprise où je fais beaucoup de formations et à chaque fois, j'imprimais toutes mes recettes, enfin en tout cas une centaine de recettes que je remettais à mes stagiaires. Et puis, j'ai d'autres collègues qui font la même chose, qui font des formations comme moi, mais qui n'imprimaient jamais rien. Si vous voulez des recettes, bon, ils les crayonnaient, puis c'est tout. Donc, c'est dommage parce que ces recettes, elles fonctionnent, elles sont au point. Et c'est vrai que les gens, ils ont tendance à les perdre, ou etc. Et puis, si je les amenais pas, il n'y avait rien. Donc, je dis au moins là, ça restera une trace. Moi, je sais que j'ai tout validé, tout est propre dedans. A priori, il n'y a pas plus d'erreur. Et je sais que ça fonctionne, parce que ça fait 20 ans que je fais cette recette-là. Donc, je sais que ça fonctionne. Donc, je vais au moins laisser une trace si quelqu'un veut le faire. Et j'ai d'ailleurs des formateurs que j'ai formés il y a une dizaine d'années qui ont acheté le livre et qui s'en servent comme support de formation, puisqu'en fait, c'est comme dans une formation. D'accord. Et sur ces années de formation, parce que ça fait, si j'ai bien compris, depuis l'époque où tu avais ton restaurant, tu formes des gens sur les techniques de sous-vide, des professionnels. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de transmettre ce savoir? Parce qu'il y a des gens qui savent énormément de choses, mais qui le gardent pour eux. Ça n'a pas l'air d'être ton cas. Ah non, puis moi, non. Alors, ce qui m'intéresse, moi, j'ai toujours eu des apprentis, j'ai toujours eu des gens que j'ai formés. Pendant que j'étais à mon compte pendant 15 ans au restaurant. J'ai formé plus de 25 apprentis en cuisine et en salle. Et encore aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec eux. Et moi, quand je fais quelque chose, je le partage. Parce que je me suis rendu compte dans les premières années, mes premiers patrons, moi, me faisaient sortir de la cuisine quand ils faisaient une recette qu'il ne fallait pas que je voie, qu'ils voulaient garder pour eux. J'ai jamais compris. Bon, voilà. Et ça, pour moi, c'est impossible. Bien sûr, il y a eu du travail de mise au point, on est d'accord. Mais de toute façon, 90-95% de ce que je vais transmettre aux gens, ils ne l'utiliseront pas. Donc, et puis si ils font fortune avec, eh bien tant mieux, parce que ça veut dire que moi, j'ai pas eu l'opportunité ou l'intelligence de faire fortune avec ce que j'ai créé, tout simplement. Donc moi, ça ne me pose aucun problème je dirais, de donner mon savoir, d'offrir mon savoir à qui le veut. Je travaille actuellement pour l'école Fauchon. L'école Fauchon m'a demandé de faire une formation sur la basse température, mais avec leurs paramètres à eux, et aussi sur les autoclaves.
je vais leur transmettre, ça ne me pose aucun problème, c'est tout mon savoir qui est là. Moi, ça ne me dérange absolument pas. J'ai formé plusieurs meilleurs de France qui, eux, s'en servent aussi. Au contraire, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, pour moi, la cuisine, c'est le partage, mais c'est aussi de la formation et du partage. Si on ne fait pas ça, le métier, il va disparaître. Enfin, en tout cas, on va rester toujours sur les mêmes choses. Et je ne vois pas l'intérêt. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Ouais, Mais on est d'accord que c'est un partage gratuit, entre guillemets, mais moi, ça ne me pose aucun problème. Ça ne m'a jamais posé de problème. Non, mais nous, on a le même truc, tu vois, avec le site, on le voit parce que des fois, on a des fans qui nous envoient les recettes que nous, on a déjà fait, qu'ils ont vues dans un resto, tu vois. Et en fait, c'est pareil. Nous, on le transmet, les gens l'utilisent pas. Et comme tu disais, on sait très bien que, tu vois, quand tu vois l'étendue du site, à 61 degrés, tout ce qu'il y a dessus, il y a plein de gens, ils utiliseront même pas un tiers de ce qu'il y a. Donc, Voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, ils le changeront. Un cuisinier, par principe, il n'utilisera pas exactement la même recette. non, Il non. n'aura pas la même technique, il n'aura pas la même approche, et le résultat sera différent. Donc moi, ça ne me pose aucun problème. Au contraire. Allez, question d'après. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sous-vide, Justement. mais vraiment du sous-vide? On ne parle pas encore de la basse température, puisque finalement, quand on s'approche un petit peu du sous-vide à basse température, on se rend compte qu'il y a deux techniques différentes qu'on va mêler pour travailler encore d'une autre manière à la fin. Donc sous-vide, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que moi, je suis parti plutôt du sous-vide à basse température. Et je me suis rendu compte, bien sûr, qu'en faisant mes formations, il y avait des gens, on arrivait chez eux, ils avaient des sacs sous-vide et ils conservaient en sous-vide tout simplement comme ça. Et ils faisaient leur sous-vide eux-mêmes. Donc, j'ai un peu travaillé aussi là-dessus parce que je me suis dit, là, il y a un loup quelque part. Quand je voyais des sacs gonflés ou quand je voyais du poisson qui avait une semaine, 10 jours de sous-vide, je disais là, vous avez fait des tests de vieillissement, des tests de stabilité? Non, rien du tout. Bon, on va essayer de regarder ça. Donc, c'est vrai que le sous-vide, c'est bien. Si c'est intelligemment fait, mais comme le sous-vide et la cuisson basse température. Mais là, je pense que même les risques sur le sous-vide tout court, ils sont pour moi plus importants que de sous-vide à basse température. Parce qu'une fois cuit, le produit, s'il est bien conservé à 4 degrés, il ne bougera pas beaucoup. Par contre, un produit cru, lui, il y a les anaérobies qui sont dedans, alors eux, ils continuent à travailler. Donc moi, quand je vais en formation, je demande bien sûr s'ils travaillent en sous-vide, et c'est vrai que dès que je vois qu'ils font du sous-vide, juste sous-vide, je leur dis tout de suite de faire très très attention. Pour moi, le sous-vide est relativement dangereux. Il est intéressant en effet pour conserver. Moi, je fais des pâtes brisées, des choses comme ça que je mets au congélateur, je les mets sous vide, elles ne bougent absolument pas. Il y a plein de choses. Ça pour le sous-vide, pour mettre sous vide et surgeler, pour moi, c'est génial. Mais par contre, sous vide et gardé au frigo, un légume cru par exemple, on en voit quelques-uns qui ont des sacs de carottes qui gonflent ou des choses comme ça. Bon, là, c'est clair que là, c'est pas logique, quoi. Je veux dire, le sous-vide n'a jamais, il va éviter le dessèchement, éventuellement une petite oxydation, mais il n'aide pas du tout à la conservation. Donc, moi, je m'en méfie énormément. On est bien d'accord, on a eu le problème il n'y a pas longtemps sur le groupe, déjà. Il faut préciser que Christian est l'un de nos chers modérateurs dans notre groupe de Facebook qui regroupe plus de 100 000 adhérents et qui traite de cuisine sous vide. Et c'est vrai que autant Christian que nous, que les autres modérateurs, que je salue, coucou les copains, on en voit passer des vertes et des pas mûres. Et donc la prévention et le soin sont des choses à mettre en avant. Mais on en parle tout à l'heure, d'accord? Ouais. Après, moi je vais conclure pour tu vois, par exemple les légumes sous vide que tu mets sous vide et que tu vas conserver. Nous, on a déjà fait des tests pour faire de la fermentation. Tu vois, on rajoute du sel et on fait de la lactofermentation avec. Donc, de toute façon, on a le gonflement, mais c'est vrai qu'on voit les gens maintenant. Après, on peut utiliser un Daligal ou une chose comme ça, un mélange de gaz aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre sous gaz. Alors, plus maintenant parce que j'ai plus le matériel, mais j'avais de la Ligal 12 ou de la Ligal 14 et un mélange de gaz, donc, et ça me permettait en effet de mettre sous vide certains produits, enfin sous gaz, sous atmosphère, ou même certains plats cuisinés, et de prolonger la durée de vie. Là, on est d'accord, mais on n'est pas tout à fait. Enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des bouteilles de gaz chez eux parce que non, on est bien d'accord. Une machine à réinjection de gaz qui fait suffisamment de vide pour ensuite réinjecter du gaz. Donc, ça fait beaucoup de paramètres à gérer, je pense. Donc, moi, je ne m'oriente pas du tout là-dessus. En tout cas, je l'aborde dans des formations ou je l'aborde avec qui veut, mais je ne vais pas pousser les gens à faire ça. Ok, ça marche. Alors, maintenant, parle-nous un peu de basse température et après, on parlera de l'ensemble sous vide basse température, si tu veux bien. La basse température, c'est vrai que je fais aussi des formations basse température. Quand c'est sur une grosse collectivité, je suis allé à l'hôpital d'Évreux, là ils font 14 000 couverts jour, on ne va pas s'amuser à mettre dans des sacs sous vide pour sortir après, parce que sinon on passe la journée à mettre sous vide et la journée à dessous-vider.
et le repas est fini. Donc là, on travaille en basse température. Et c'est vrai que l'intérêt de la basse température, il est identique au sous-vide basse température. C'est-à-dire qu'on va garder beaucoup de moelleux dans les produits quand c'est des viandes ou des choses comme ça. On va aussi faire des justes températures sur certains légumes. Mais ça ne favorisera pas du tout plus la conservation. Donc c'est J+3 dans le respect de la descente en température à plus 10 degrés à cœur en moins de 2 heures, et on aura quand même une légère oxydation sur le dessus. C'est pour ça que je privilégie bien sûr le sous-vide à basse température. Mais la basse température, moi j'en travaille énormément, même chez moi quand j'ai pas envie de mettre sous-vide. Et c'est vrai que moi je trouve ça très intéressant, puisque globalement on a pratiquement les mêmes paramètres que sur le sous-vide à basse température. On ne peut pas faire les mêmes choses bien sûr. Une crème anglaise en basse température, c'est pas si évident que ça. En fait, on le fait à la nappe et puis c'est tout. Il suffit de mélanger. On aura le même résultat, mais qu'est-ce que ça apporte de plus? Donc moi, je préfère faire une crème anglaise comme j'ai l'habitude, soit dans la casserole, soit en sous-vide. Comme ça, je sais que. Mais la basse température, pour moi, est moins intéressante quand on est sur de la petite restauration ou de la restauration de moyen volume. Pour moi, la basse température est plutôt à privilégier sur tout ce qui est gros volume. Ou alors, il y en a certains qui travaillent en basse température, mais là, dans ce cas-là, ils vont travailler en basse température plutôt en four sec. Et là, moi, je suis totalement contre. Mais si on fait un four, ah oui, bon, là, c'est la basse température, moi, je la fais toujours en four vapeur. Il y a une personne qui a fait sur Internet un très, très bon site sur la basse température en four sec pour les particuliers. Et c'est vrai que j'ai fait énormément de ces recettes qui sont très, très bien, mais il faut que le four soit au minimum à 80 degrés. Pour moi, à 80 degrés, on n'est plus sur une basse température. L'intérêt, c'est bien sûr qu'à 80 degrés, on n'a pas de développement bactérien, donc il ne prend que très peu de risques. Mais le résultat est assez intéressant. J'ai vu un rôti de saumon en basse température, 2 filets de saumon collés avec un petit confit de poivron à l'intérieur. Le résultat est très intéressant. Après, ce n'est pas aussi fin que la basse température, soit en four vapeur, soit en sous-vide après. Donc, moi, j'en avais pas mal discuté avec Éric Jambon, je ne sais pas si tu le connais. Le nom, ça me dit quelque chose, oui. C'est un chef qui est étoilé, qui a arrêté, qui a racheté une petite gare pour ouvrir un truc plus sympa, plus familial, et plus se prendre la tête, quoi. Et on a beaucoup parlé justement de la question du sous-vide et de la basse température, et après de l'utilisation d'un four vapeur ou d'un thermoplongeur. Lui, c'est l'ancienne école, donc c'est plutôt four vapeur. Moi, je suis plus thermoplongeur, mais ça, c'est autre chose. Alors, question suivante. Eh ben, écoute, la cuisson un peu de la logique, c'est pourquoi c'est mieux. Je relis les questions, mais c'est Cédric qui les a écrites, forcément. La question suivante, c'était donc la cuisson sous vide à basse température, que l'on abrège sur les réseaux sociaux en SVBT, était jusqu'ici, jusqu'à il y a très peu de temps, utilisée uniquement par les professionnels. Ce n'était pas du tout accessible à une cuisine domestique. Or, depuis quelques années, on voit les équipements se multiplier et devenir tout à fait accessibles, et que ce soit en disponibilité et en tarif, ce qui n'était pas tout à fait possible quand on cherchait à avoir un équipement Julabo ou Sanil, par exemple. Oui, si on tape sur du Julabo. Évidemment. Non, je cherche la petite bête, bien sûr. Maintenant que la plupart des particuliers ont accès, en tout cas en France, à cet équipement, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui s'équipent pour la première fois? Et qu'est-ce que tu en penses exactement? Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour que les gens, bien sûr, utilisent ce système parce que c'est intéressant, mais avec des barrières. La première chose, c'est au moins se faire se faire conseiller et pour moi se faire une formation. Moi, j'ai formé beaucoup de particuliers sur la basse température, donc ils achètent, pour pas le citer, le Food Saver de chez Lidl. Ils achètent l'autre là-bas, oui, au point on en est. Comment il s'appelle déjà? On a vu il n'y a pas très longtemps une promotion chez Jiffy avec un thermoplongeur, un bac et tout ça pour moins de 100 €. On peut réussir à faire des choses comme ça. Aux États-Unis, c'est très utilisé, le sous-vide à basse température chez les particuliers. En France, ça commence à venir. Moi, je dis aux gens de faire attention. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà formé, j'ai dû faire une vingtaine de sessions pour des particuliers. Alors, je les regroupe, si possible, par 6 ou 7, parce que sinon,
Ah bah, un petit peu difficile, mais c'est intéressant et les résultats sont intéressants et les gens repartent avec quand même des notions et surtout des barrières. On ne fait pas n'importe quoi. Donc moi, je suis pour que les gens le fassent, au contraire, parce que quand on arrive à faire un filet de poulet, c'est pas compliqué. Si on le fait proprement, si on laisse pas la peau, par exemple, ou si on colore la peau avant pour éviter les proliférations bactériennes, après, n'importe qui est capable de le faire. Et ça, c'est intéressant. Et je pense qu'en effet, un particulier peut arriver à ça. Mais je pense qu'il faudrait encadrer peut-être les choses un petit peu mieux. Vendre un thermoplongeur avec un bac ou bien vendre une machine sous vide à des fins de cuisson, à côté, il devrait y avoir une petite étiquette. Attention, faites attention, il y a des risques. Pour moi, mais bon. Claire, tu en avais pas mal discuté avec un fabricant, je ne sais plus son nom. Sur quel sujet? Sur le sous-vide, justement, la différence qu'il peut y avoir entre une machine réglette en sous-vide et une cloche. Lui nous expliquait qu'en fait, les machines réglettes, les trois quarts ne font pas un vrai sous-vide, et que donc du coup, tu te retrouves avec le problème de milieu anaérobique et aérobique. Et du coup, c'est un problème de développement de bactéries par la suite. Tout à fait, tout à fait. Ah ben, dans tous les cas de figure, de toute façon, moi, je dis bien aux gens, soit vous faites, quand ils ont une petite réglette standard, soit vous utilisez le produit, vous cuisez le produit, vous le mangez dans la foulée, ou au maximum, si vous respectez bien la descente en température, dans les 2-3 jours, mais pas plus. Et sinon, vous pouvez mettre sous vide pour mettre au congélateur. Mais il est clair que de toute façon, une machine sous vide en réglette, les meilleures que je connais montent à 95% de vide. Mais pour pas la citer, il a toujours la food saver. Quand on est à 80%, c'est déjà bien. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas du sous-vide. Voilà. Moi, bon, derrière moi, j'ai là-bas, je sais pas si vous la voyez là-bas, j'ai assez de temps. Là, on est sur un vide. Moi, j'arrive à 7 millibars. Quand il fait beau, j'arrive à 3 millibars. Bon, là, on est sur quelque chose. Là, on n'a pratiquement plus rien, quoi. Là, on est sûr. D'accord. Je voulais juste rappeler à nos chers auditeurs que quand on a une machine réglette, pour les particuliers, on utilise des sacs gaufrés, jamais des sacs lisses. Les sacs lisses sont réservés à la machine en cloche, donc aux machines professionnelles, qui sont des énormes gros cubes. Enfin, et encore là, c'est pas énorme, ça peut être beaucoup plus grand que ça, mais on utilise toujours à la maison des sacs gaufrés, sinon ça marche pas le sous-vide. Ça ne fait qu'une soudure, c'est tout. On le répète parce qu'on a le problème souvent sur le groupe. Donc, c'est un gros problème. Qu'est-ce que tu penses de la précision des thermoplongeurs pour les particuliers? Là, c'est bon, c'est à peu près. Voilà, c'est à peu près. Voilà, c'est clair. On a des latences. Bon, moi, j'ai des sondes que je mets dans l'eau à chaque fois pour vérifier. Et c'est vrai que moi, celui sur lequel je m'appuie maintenant et qui fonctionne très très bien, c'est le Adélis là, parce que celui-là, c'est vrai qu'en plus je connais le fournisseur, on s'entend bien, etc. Et on est vraiment précis. Et je pense qu'on est précis à 0,1 voire 0,2. Par contre, j'ai de tout. J'ai des ANOVA. Les ANOVA sont précis à 1 degré, 1,5 degré. Le problème qu'il y a, c'est qu'après, on a 1,5 degré au-dessus, 1,5 degré en dessous, ça fait 3 degrés de latence. Et ça, c'est beaucoup trop. Donc, c'est vrai que la régularité sur un morceau de viande qui va cuire une douzaine d'heures, ça ne me choque pas. Par contre, quand on doit faire un truc vraiment très précis, la crème anglaise, les œufs parfaits ou des choses comme ça, c'est un petit peu plus ennuyeux. Donc, moi, je suis. Faut être clair, un thermoplongeur, si on veut de la qualité, il faut mettre le prix. Voilà. Il n'y a rien à faire. Tu vois, je pose la question parce que on le voit sur les résultats qu'il y a dans le groupe. Des gens, ils vont faire les œufs parfaits à la même température, même durée, et il y en a un qui a des œufs complètement pas cuits, l'autre qui a des œufs beaucoup trop cuits, etc. Et ils sont tous à se demander ce qui se passe, mais en fait, c'est juste une question de calibrage de thermoplongeur. C'est comme pour le vide. Plus tu vas mettre cher, plus tu auras un produit qui sera sous vide. Mais quand on a une réglette à 100 €, on a une réglette à 100 €. Quand on a une machine à 4 000 €, là, on a un sous-vide à 4 000 €. Voilà. Tout le monde n'a pas une Samick ou, tu vois. Non, on est d'accord. Histoire de rajouter un tout petit peu sur les problèmes que peuvent rencontrer les personnes qui s'équipent de petits matériels, on peut aussi rajouter le fait qu'avoir un petit thermoplongeur domestique ne permet pas de remplir et de chauffer une baignoire. Là aussi, donc, oui. Quand on veut faire 3 rôtis de chevreuil avec son petit appareil Jiffy, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on ne chauffera jamais l'eau correctement. C'est clair. Mauvaise circulation et mauvaise homogénéité, et c'est une catastrophe parce qu'on reste beaucoup trop longtemps en basse température, en trop basse température.
Voilà, Bon, allez, parlons un peu de ton livre quand même. Tu nous décris un petit peu de quoi il est composé, parce que tu dis approche technique et application. oui, Que les gens se fassent une petite idée, parce que tu es quand même là pour faire la promotion de ton livre aussi. non, oui, oui, mais bon, moi j'aime bien parler du sous-vide déjà en général. Donc, moi j'ai fait deux parties. La première, c'était, et j'ai appelé ça approche technique, parce que c'est pas un livre à mettre en toutes les mains. Pour moi, c'est vraiment réservé aux gens qui sont très amateurs ou professionnels ou des apprentis, enfin des gens qui sont vraiment pour moi déjà dans le métier. Donc, j'ai pas voulu vulgariser de trop parce que c'est pas destiné à des particuliers. Voilà. Donc, j'ai fait une approche vraiment technique et là encore, j'ai résumé ce que j'explique quand je fais une formation, mais je ne suis pas allé dans les détails parce qu'il y a un moment, j'aurais fait, d'abord, il fallait que je fasse un certain nombre de pages maximum, et là, j'en serais arrivé à peut-être 400 ou 500 pages. Pour moi, c'était inimaginable. Personne n'aurait acheté un bouquin. D'abord, le prix aurait été prohibitif, et en plus, je veux dire, personne n'aurait été au bout. Et puis, il y a des choses qui peuvent s'expliquer verbalement. Sur le papier, à moins de faire un dictionnaire, il n'y a pas d'intérêt. Donc, j'ai voulu faire une approche technique, c'est-à-dire que je vous donne des réglementations, je vous donne des cadres, je vous donne des grands principes, mais je ne vais pas vraiment dans tous les détails. Et après, j'ai fait bien sûr les applications, parce que pour moi, ce ne sont pas des recettes, puisque c'est plutôt des fiches techniques pour des techniques et non pas des recettes à part entière. À part quand je fais un bourguignon, parce que c'est une viande en sauce, etc. Mais sinon, quand je cuis un rôti, ça peut être appliqué à n'importe quel rôti. Donc pour moi, c'est pas comme je fais un rôti nature, la personne qui veut y ajouter des herbes ou ceci ou cela, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais j'arrive juste sur la cuisson sous vide en technique. Voilà, tout simplement, et deux parties qui sont bien distinctes. Et j'ai voulu essayer de faire un maximum de techniques différentes pour justement couvrir pratiquement l'ensemble des plantes, etc. J'ai pas compté combien il y avait de pages, mais 88. combien tu dis? 88, je le sais. 88, d'accord. 88 techniques, donc. Oui. Alors, il faut préciser que ces techniques tiennent chacune en une page, Oui. que c'est très simple, très clair. Et moi, la cuisson sous vide basse température, c'est pas du tout mon domaine personnel, même si malgré tout je m'y intéresse. Et c'est vraiment, vraiment très simple à suivre. Il y a juste à suivre. Il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est vraiment, vraiment abordable. Donc après, à chacun d'y apporter sa sauce, d'y apporter sa touche de cuisinier. Mais une personne comme moi, qui connaît le matériel et qui sait m'y prendre, pour faire le sous-vide, on va dire, j'y arriverai même moi. Pourtant, mon domaine, c'est le pain. Et pour tous les fans, ils vont être contents, tu as mis des grilles de cuisson avec des températures. Oui, oui, mais, non, mais ça, moi, ça me pose pas. Oui, mais c'est la base. Moi, quand j'ai fait ma formation chez Pralu il y a 40 ans, à peu près, quoi, c'est vrai que je suis revenu avec le bouquin de chez Pralu, dédicacé et tout, mais il n'y a pas un chiffre dedans, pas une température. J'avoue que j'étais un peu frustré quand même, parce que même si pendant les 3-4 jours que j'ai travaillé chez lui, on a noté plein de températures et tout, je n'avais pas tout. Et donc, c'est vrai que je suis revenu, donc j'ai dit non, ça, c'est pas possible. En plus, c'est vrai qu'on voit de tout sur Internet, donc j'ai dit voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme les autres? Je fais comme tout le monde, de tout sur Internet. Donc, je vais en mettre une de plus. Mais moi, en tout cas, je l'ai imprimé parce qu'Internet, on y met un peu n'importe quoi. Quand on imprime quelque chose, ça a pour moi un peu plus de valeur. Donc, moi, ce que j'écris, je suis sûr de ce que j'ai écrit et j'ai pas d'erreur. A priori, j'ai pas d'erreur. Le résultat, il sera à la hauteur de la température qu'on aura fait. Ça, c'est sûr. Donc, moi, j'ai voulu vraiment mettre un tableau parce que c'est vrai qu'il y a tellement de demandes. Alors, en plus, on le voit, il y a des tableaux qui existent à droite, à gauche. Même si les gens ne vont même pas aller chercher sur le tableau, ils vont carrément demander. Donc, je dis au moins là, ils auront tout. Sinon pas sur les 88 techniques, sur le tableau, il doit y avoir 200 et quelques lignes. Il n'y a que 88 techniques, donc obligatoirement, il y a des choses qui ne sont pas abordées dans les fiches techniques. Donc là, au moins, ils ont un ensemble de ce qu'on peut faire. Là, c'est vraiment pour moi la quintessence de tout ce que j'ai réussi à récupérer dans toutes mes cuissons. Après, il y a des choses que je n'ai pas abordées. Je crois qu'il y a la cuisson des ormeaux ou la cuisson des choses comme ça. Honnêtement, tout le monde. C'est particulier. Ouais. Donc, j'ai mis la température quand même. Mais par contre, je n'ai pas voulu développer la technique parce que là, on était sur une approche technique, j'allais dire, simplifiée. Quand on va aller chercher plus loin, oui, on peut aller chercher plus loin. Ce n'était pas le but du bouquin. Le but du bouquin, c'était le professionnel qui veut se lancer là-dedans. Moi, j'ai un niveau 2, entre guillemets, dans mes formations, où là, on va chercher beaucoup plus loin, et je n'ai pas voulu l'aborder là-dedans. J'ai voulu rester relativement simple, on va dire. Comme dit Claire, c'est assez simple dans la formalisation, mais assez simple aussi dans la réalisation. Avec en plus, toujours, à la fin, j'essaie de mettre quelques conseils ou quelques pistes pour
pour changer la recette ou pour la personnaliser, enfin, voilà, pour essayer que la personne elle fasse pas juste bêtement ce que j'ai écrit parce que c'est tout simple. Essaye de mettre quelque chose, un petit plus, un petit ceci, cela. Ça peut être sympa. On est bien d'accord. Bon, après, je veux dire, pour les grilles, comme je le dis à chaque fois sur le groupe, ça reste relatif à chaque personne. Oui. Et on le voit par exemple rien qu'avec l'œuf parfait. Il y en a qui vont préférer à 64, d'autres à 65, d'autres à 61 degrés. Mais c'est pas cuit, 61. Oui, mais c'est comme ça que je l'aime. C'est vrai. Oui, mais moi, c'est en fait Marc Fouché, qui est donc le meilleur de France, qui m'a aidé à réaliser le bouquin, avec qui j'ai beaucoup travaillé. C'était le parrain de Joël Robuchon, donc chez les Compagnons. Et donc, quand il a sorti un livre sur l'œuf, lui, comme Marc Fouché, et quand il quand il a voulu sortir son bouquin, il a demandé à Joël, enfin Joël lui a dit, mais t'as mis la recette de l'œuf parfait, parce que c'est Joël Robuchon qui a entre guillemets inventé, si on peut dire ça comme ça, l'œuf parfait. En tout cas, qu'il a mis le premier, qu'il l'a mis en restauration. Et Marc Fauché dit oui, je l'ai mis, bien sûr, je l'ai mis à 64. Je me souviens, il était au téléphone, je me souviens de Joël Robuchon qui a dit mais non, c'est pas 64, c'est 64 et demi. Pour Joël, c'était 64 et demi. Donc moi j'ai mis 64 et demi parce que voilà. Maintenant c'est vrai que selon en effet le goût, selon le goût qu'on va avoir et aussi la maturité de l'œuf, selon tout ce qu'on veut, il peut y avoir en effet des différences. Je suis d'accord. Donc, ça, on l'avait vu parce que c'est Hervétis qui préconisait une température et en fait Raphaël Aumont en préconisait une autre et un autre chef en préconisait encore une autre, etc. Et moi, c'est un peu ce que je dis souvent sur le groupe, c'est faites vos essais puis vous voyez. Si ça ne vous convient pas, changez la température. Exactement. On est d'accord que c'est au bout de 45 minutes, le fait pas arriver à la température que la personne veut, c'est qu'il y a un problème quelque part là dans le matériel. Mais au bout de 45 minutes, la température dite, vous ouvrez l'œuf, c'est votre résultat. Si c'est pas assez bien, on prend un autre œuf, on recommence un demi-degré au-dessus ou 2 degrés au-dessus, et puis voilà quoi. Mais je pense que honnêtement, ça c'est vraiment, oui, en effet, totalement personnel, l'œuf. Ouais, on va te poser la question parce que, pareil, tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a vues sur le groupe. On nous a posé des questions pour qu'on te les pose. Donc, on voit régulièrement que les gens considèrent que tu utilises le sous-vide principalement pour des viandes qui ont beaucoup de collagène, des viandes dures, et pas pour des viandes qui sont des viandes tendres, tout simplement. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise le sous-vide aussi bien pour des viandes tendres que pour des viandes dures. Maintenant, où ça dépend quel résultat on va obtenir. Moi, un filet mignon de porc, je le mets en sous-vide. Pourquoi ? Parce que je vais avoir une régularité de cuisson sur l'ensemble du produit qui est exactement comme je veux. Et après, je recolorerai mon produit. Après cuisson, je le recolorerai pour avoir juste cette petite réaction de Maillard. Mais comme ça, au moins, moi, mon filet mignon, je vais réussir à le couper, même à la fourchette et même sans fourchette. Je veux dire, ça se défait tout seul. Pour moi, c'est parce que j'arrive à un très bon point de cuisson. Sur un filet de bœuf, j'ai plus de mal. Parce que sur un filet de bœuf, pour moi, même moi, je suis un vieux. Hein. Donc, moi, un filet de bœuf, je le cuis à la poêle et puis je le regarde et je sais quand il est saignant, bleu ou à point. C'est mon métier. Donc, je n'irai pas chercher ça. Maintenant, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des traiteurs où ils ont 1000 filets de bœuf à faire. 1000 pièces de filet de bœuf, ils les ont mis sous vide en sac de 15, ils les ont passés au four vapeur et après, au dernier moment, ils ont ouvert, ils ont passé dans ce qu'ils appellent un scud, enfin un four à 250 degrés, 280 degrés pendant juste 2 minutes, ils l'ont posé dans l'assiette, les cuissons étaient parfaites. Mais c'est des cas particuliers. Pour moi, tout se fait, enfin tout ou presque peut se faire en sous vide. Tout dépend le résultat que l'on veut obtenir. Tout dépend aussi la manière dont on s'organise. Moi, quand je fais une formation sous dans un restaurant, c'est parce que je pense que la personne, en tout cas quand elle me le demande, souvent il y a un problème d'organisation, un problème de perte, un problème de etc. Donc c'est pour résoudre des problèmes, pour essayer d'améliorer le quotidien de la personne, mais surtout pas pour la compliquer. Tout faire en sous-vide est un non-sens en restaurant, ça c'est clair. Pour moi, c'est comme ça. Mais ça peut aider sur certaines choses. Et pour moi, le sous-vide, c'est, on va dire, une des pièces du puzzle qui fait qu'on fait bien à manger dans un restaurant. Mais ce n'est pas la panacée, on ne fait pas tout. Non, on est d'accord. Viande collagénique, oui, c'est évident, on peut en faire. Viande peu collagénique, moyennement collagénique, on va dire en deuxième catégorie, 2 étoiles, on peut en faire aussi. Mais des viandes 3 étoiles, ça m'arrive d'en faire. Dans certains cas, filet mignon de veau, filet mignon de porc, toutes ces choses-là, moi je les fais à carré d'agneau, je le fais sans aucun problème en sous-vide.
Ça me pose aucun problème. C'est pas forcément. Alors oui, parce qu'on fait des cuissons de nuit. Donc bien sûr, quand on est sur 12, 14, 15, 16 heures de cuisson, ou 2, 3, 4 jours, moi j'ai fait des 5 jours de cuisson pour voir. Oui, on est sur des viandes collagéniques, parce que là, une viande qui n'est pas collagénique, 24 heures de cuisson, c'est de la mousse. Infâme. Voilà, C'est ça. Ok. Et mis à part la viande, allez, je vais pas sortir la privée du risotto Non, quand pas même. encore, pas encore. Attends, on va attendre un peu. On a d'abord le poisson et les crustacés. Tu utilises le sous-vide pour ça ou pas du tout? Bah, la SVBT pour ça. Le poisson, oui, parce que j'ai une machine. Alors, ça, c'est intéressant parce que le poisson, moi, je descends à une pression résiduelle d'environ 25 millibars. Ça, pour moi, c'est le maximum de pression qu'on peut mettre sur un poisson. Après, on écrase le morceau. Ouais, on écrase. Donc, où on a un effet coussin aussi. C'est-à-dire que le sac de chaque côté fait un petit écrasement. Et vous avez si le produit monte un petit peu en température, vous avez aussi donc les protéines hydrosolubles qui vont sortir et qui vont faire les filaments blancs qui sont un petit peu tendus. Donc, pour moi, c'est pas génial. Donc, si je fais du poisson comme ça, la plupart du temps, je vais y ajouter une petite marinade ou un saumon, je vais le faire avec une cuillère d'huile d'olive, un peu plus d'une cuillère, ça va faire un saumon qui va se confire dans l'huile d'olive. Là, moi, ça me plaît bien. Mais faire juste un morceau de poisson comme ça sous vide, on est sur des très basses températures, de l'ordre de entre 52 et 58 degrés, à peu près la plupart des poissons, c'est cette marge-là. On est donc dans 0 VP, donc 0 valeur pasteurisatrice, ou en tout cas, si on en a une ou deux, ce sera le bout du monde. Donc c'est consommation en direct. Hein. On cuit, on sert. Donc, là encore, se poser la question, utiliser un sac de cuisson, mettre le produit sous vide, etc., et le sortir du sous vide pour avoir ça, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Il y a un intérêt pour moi quand on fait justement une marinade ou quand on va y coller quelque chose. Je me souviens de la fameuse rosace de Saint-Jacques de Georges Pralu, donc il y a 40 et quelques années, des tranches de Saint-Jacques. On avait cuit avant des carottes et des courgettes et on faisait des rosaces. Et moi, j'ai fait un banquet dans les années 90 où j'avais peut-être 70 personnes et j'avais 70 rosaces à faire. Bah là, sans le sous-vide, j'y arrivais pas. Et j'ai cuit en effet en sous-vide. Mais il y avait un intérêt là-dessus. Parce qu'en effet, j'ai ouvert mes sacs, je faisais glisser dans l'assiette, hop, et les gens, ils avaient une rosace, et j'ai envoyé mes 70 rosaces, on était 4, 7-8 minutes. Ah bah oui. Ça, c'est génial. Je veux dire, voilà. Mais quel est l'intérêt? Parce que de toute façon, j'aurais cuit ma Saint-Jacques traditionnellement, elle aurait été aussi bonne. Pas meilleure, pas moins bonne, elle était bonne. Donc, c'était uniquement une question de praticité. Pour moi, le poisson sous vide, s'il n'y a pas une marinade ou s'il n'y a pas un petit bouillon ou quelque chose dedans, on va avoir peut-être un effet d'écrasement. On est sur des protéines que je qualifie de lâches. Et quelquefois, ça peut même quelquefois le rendre, même le fait même de le mettre sous vide, ça peut quelquefois le rendre un petit peu buvard, un petit peu farineux. C'est pas agréable. Et les crustacés, oui, j'ai essayé de voir. Bon, j'ai essayé pour voir les huîtres, les moules. J'ai fait du homard, j'ai fait pas mal de choses. Oui, ça marche. Maintenant, on n'a pas de réaction de Maillard. Sur un homard, on n'a pas de réaction de Maillard. Moi, je préfère un homard coupé en deux, passer sur un barbecue, un petit peu de beurre fondu dessus, ça n'a rien à voir. On est sur autre chose. Moi, je ne suis pas pour. Enfin, après, ça marche, hein. Mais il faut vraiment savoir, quand on voit le prix des sacs maintenant, il faut vraiment savoir est-ce qu'il y a un intérêt ou pas. Et n'oublions pas qu'on est sur des basses températures, ça veut dire que le produit, on ne le conserve pas. On le cuit et on le sert. D'accord. Ça, donc il faut qu'il y ait un intérêt. Je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt. Moi, j'ai vu une formation dans un nouveau hôtel, pour ne pas le citer, attendez, je ne dirai pas la ville. Les gars, ils faisaient du saumon. Non, je ne dirai pas la ville. Ils faisaient du saumon donc confit à l'huile d'olive. Il me dit, je ne comprends pas, mon saumon, j'ai un sac sur deux, il gonfle. On verra ça demain à la formation. Puis quand j'arrive, j'ai tout de suite compris. Je veux dire, le gars, il avait un long couloir dans lequel il y avait sa machine vide. Au bout, c'était la cuisine. De l'autre côté, c'était les chambres froides. Et ils avaient une table avec la machine sous vide, avec 2 tables de chaque côté. Et puis, il y avait un gars en cuisine qui avait préparé des pavés de saumon qu'il avait mis dans le sac, debout. Ils avaient mis une cuillère d'huile d'olive à la vanille. Et les sacs étaient debout dans la caisse. Et puis, quand il y en a un qui passait dans le couloir, il prenait 2-3 sacs, il les mettait dans la machine, il mettait sous vide, il repassait dans l'autre sens, il retirait, et ainsi de suite. Ça durait 2 heures. Oh là 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 là. Le produit il est resté à 25 degrés, parce que dans les sous-sols de ces trucs-là, c'est 25 degrés à peu près, pendant 2 heures, 2 heures et demie. Bon, les anaérobies sulfato-réducteurs, hein, les ASR, il y en avait à foison, quoi. Ça sentait, mais l'odeur était immonde. Il dit, faut pas chercher, quoi. L'intérêt c'était en effet de mariner, de cuire son saumon dans de l'huile d'olive, mais les conditions d'hygiène étaient catastrophiques.
Il n'y a pas d'intérêt dans ce cas-là. Autant qu'il fallait qu'il garde ses saumons au frigo, il les serve au dernier moment avec un petit filet d'olive à la vanille, il aurait eu un meilleur résultat. Je suis d'accord. Voilà. Bon, allez, on va parler des légumes et des fruits. Parce qu'on sait que beaucoup considèrent qu'il n'y a que la viande que tu peux faire sous vide, le reste, ça ne se fait pas. Alors moi, je travaille beaucoup les légumes et pas mal de fruits. En effet, parce que pour moi, au départ, oui, c'est de la protéine, c'est cher, donc on essaye d'en sauvegarder un maximum. Maintenant, sur les légumes, moi, je trouve qu'on a des résultats très intéressants, parce qu'on arrive justement à avoir des cuissons vraiment al dente, mais dans tout l'ensemble du légume, on peut se permettre de faire des choses très intéressantes. Aussi faire des imprégnations dans ces légumes avant de les cuire ou pendant la cuisson. Il suffit de mettre une marinade et de mettre sous vide et on aura une imprégnation qui va justement favoriser ces échanges. Donc pour moi, c'est très intéressant. Faire des carottes sous vide et puis à côté faire des carottes mais qui vont être réduites en purée. On est sur le même produit, mais on aura deux choses complètement différentes. On n'aura aucune oxydation. Donc, quand je fais du potimarron, quand je fais de la patate douce, quand je fais de la carotte, les couleurs sont éclatantes. Quand je fais de la biquelotte ou bien de la bleu d'Artois en pomme de terre, les couleurs sont magnifiques et on garde vraiment cette couleur. Et ça, c'est intéressant. Après, tous les légumes ne vont pas dedans. Si vous voulez faire des épinards ou des haricots verts, moi, je vous conseille de les cuire traditionnels. Ou alors, les épinards, ce qui est intéressant, c'est de prendre des épinards crus, de les mettre dans le sac, d'y ajouter un petit filet d'huile d'olive et un tout petit peu de sel, et de faire une très forte compression. Et là, on a une cuisson. Alors, on n'a pas une cuisson, mais en fait, le produit il va être cru à l'intérieur, mais il aura le visuel d'un produit cuit. Et ça, c'est très intéressant. Parce que moi, j'ai fait ça pour Noël il y a une dizaine d'années à des copains. On a fait des Saint-Jacques, donc un carpaccio de Saint-Jacques que j'ai posé justement sur des épinards, mais que j'ai emmené très loin, puisque j'étais à 3 millibars de résiduel. Donc le produit était hyper compressé. Les épinards, ils changent de couleur et ils viennent à la texture et à la couleur du légume cuit. Mais il est cru. Donc j'ai fait des petits prix en porte-pièces, j'ai rempli avec ça, j'ai bien tassé, j'ai mis mon petit truc dessus. Puis attends, ouais, tu t'es pas foulé des épinards avec des Saint-Jacques dessus, ok. Puis mais tes épinards, ils sont crus ou ils sont cuits là? Et là, c'est complètement déroutant. Donc là, on peut faire des choses qui sont assez amusantes là-dessus. Ok, ça j'essaierai par contre, j'ai jamais essayé, je vais essayer, je pense. La fiche, ça c'est pas un problème, ça il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de choses comme ça sur les légumes qu'on fait. Moi je suis très légumes là-dessus, et puis sur les fruits aussi. Ça les fruits, moi j'adore. La pomme, c'est le classique, la poire, aucune oxydation. Moi je fais beaucoup de traiteurs dans des régions de chasse et tout ça. Ils servent une pomme avec un gibier. La pomme, si on la cuit sous vide, épluchée, on a une pomme qui reste de la couleur, mais jaune éclatant, un petit peu d'RL dedans, dans l'assiette avec le petit pavé de biche avec la sauce gourmandeur, on a un truc. Là, en visuel, c'est parfait. On a quelque chose de parfait. Et je me souviens avoir fait chez des particuliers en Basse-Normandie une formation donc basse température pour des particuliers. Eh bien, en Basse-Normandie, il y a plein de pommiers. Ils avaient dans leur terrain, ils avaient racheté une longère, une dizaine de pommiers différents avec des pommes différentes. Eh bien, on a fait des cuissons de pommes, et là, on les a montées à 87-80 degrés pour vraiment faire des pommes potes, pour ne pas citer la marque, mais c'est exactement ça. Et on a goûté, et en effet, on retrouve exactement le goût de la pomme qu'on a mis dedans. C'est-à-dire qu'en effet, les pommes ont toutes un goût différent. Et les enfants, le lendemain, emmenaient ça à l'école, et les gamins, après, à la sortie, Madame, est-ce que vous pouvez nous amener les pommes potes de votre fils parce qu'ils sont meilleurs que ceux qu'on a? Donc ça, c'est bien. Quand on entend ça, c'est... Après, c'est un des gros avantages aussi du sous vide, c'est de garder tous les arômes dedans. Voilà, c'est ça. Et aucune oxydation, c'est surtout ça aussi. Allez, on va parler du truc qui fâche tout le monde sur le groupe, le risotto. Non, on aurait pu parler des frites. On aurait pu parler des frites, c'est vrai aussi. Ah oui, le risotto, c'est ta spécialité. Risotto, on peut faire. Alors, il y a deux solutions. Moi, j'ai une solution en 2 temps. J'en ai mis un dans mon bouquin. Et je dis bien, j'ai mis une solution. Pour moi, le but, c'était, quand je fais mes recettes, on prend les produits, on les met dedans. Et justement, on les travaille ou on ne les travaille pas avant selon ce qu'on va voir. À la sortie, pour moi, le gars, il doit ouvrir et verser dans l'assiette. S'il est obligé de faire une finition, au bout d'un moment, il faut se dire quel est l'intérêt. Le but, c'est que le gars, il a un couvert qui rentre, il prend le produit, il le met à chauffer, il l'ouvre, il le verse, et ça doit être fini. La sauce doit être montée comme elle doit être faite, la sauce doit être liée comme elle doit être faite, etc. Pour le risotto, c'est pareil. Maintenant, le résultat, il est moyen. Si on veut vraiment un risotto qui tienne la route, on peut le faire en 2 temps, c'est-à-dire qu'on va le pré-cuire, exactement comme je le dis dans la fiche technique, mais au lieu d'ajouter dedans les éléments de finition, en général le parmesan, et puis éventuellement un peu de mascarpone ou un peu de matière grasse, on la mettra à la fin.
Mais pour moi, le risotto, entre un risotto traditionnel qu'on va faire dans une poêle ou dans une sauteuse, ou bien ça, il n'y a pas photo, je préfère le risotto traditionnel. Mais ça peut aider. Je pense que ça peut aider. Un gars qui n'a pas trop de débit dans son risotto, ça peut l'aider. Ça peut l'aider. Le résultat est moyen. Moyen plus, mais moyen. Okay. Voilà. D'accord. Et pourtant, certains de nos modérateurs, coucou Christophe, adorent ta technique. Mais là encore, la présente une fois par mois. Tout dépend où on met le degré de satisfaction. Ouais. Moi, ça dépanne bien. J'ai des restaurateurs, depuis que je leur ai fait la formation, ils ont mis ça à leur carte et ça leur va bien. Moi, ça me va bien. Je mange un risotto comme ça, je dis, ouais, il est pas mal. Mais il est pas mal, quoi. Moi, le risotto que je fais dans ma sauteuse et puis que je fais revenir comme ça, qui est vraiment crémeux, c'est quand même mieux, quoi. Au dernier moment, c'est quand même mieux. Je n'arrive pas à avoir le crémeux du risotto traditionnel. J'ai fait 200 essais, peut-être. Il manque quelque chose à chaque fois. Après, tu vois, comme Claire dit, comme Christophe, il prépare beaucoup à l'avance, ben, lui, ça l'aide. Mais ça, c'est extraordinaire, c'est clair. Mais ça, en mise en place, moi, il y a plein de choses qui sont vraiment très, très intéressantes, même si on perd un petit chouïa de qualité. Bah, oui, mais par contre, pas de perte, et puis personnel, hein, c'est toujours la même chose. Hein, en restauration, il faut le trouver. Hein. C'est de plus en plus dur. Oui, là. Alors, parlons des risques sanitaires. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais... Ouais. Bah là, les risques sanitaires, ils sont énormes. S'il n'y a pas de respect, et c'est ce que je dis dans le bouquin, et il suffit d'acheter de toute façon un petit bouquin de la législation, hein, le guide des bonnes pratiques en hygiène alimentaire, on va dans la partie sous vide, la partie cuisson sous vide, bah, tout est dit. J'ai repris les principaux chapitres pour bien expliquer dans le livre, mais tout est dit. Je veux dire, dès l'instant où on a une charge bactérienne qui va être trop importante de départ, la cuisson sous vide ne tuera pas, même si on fait beaucoup de valeurs pasteurisatrices, il y a un moment, ça ne suffira pas. Donc, il y a un moment, on va garder des bactéries, et donc il y aura de nouveaux développements, et le risque sera là. Donc, il faut des produits hyper sains, hyper sains, hyper frais, il faut un endroit où on le fait irréprochable. Il ne faut pas mélanger tout, c'est-à-dire que si on a fait sur la planche des légumes terreux avant, si on a fait du poisson, il ne faut pas de la viande dessus, etc. Voilà, quoi. Normalement, tu fais toi ta planche entre chaque... moi, j'ai différentes planches. Voilà. Quoi. Aussi. Bah oui, non, mais il y a un moment, il faut être logique, quoi. Voilà. Mais si on respecte bien les règles, le risque, il est pour moi de 0. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de règles, tellement de... on ne peut pas appeler ça des règles, mais de bon sens respecté, parce que pour moi, c'est du bon sens. S'il y a quelque chose qui n'est pas respecté, ça y est le grain de sable dans le truc, et là, et voilà, et on prend des risques, et c'est dangereux. Il y a des choses qui sont pour moi plus dangereuses que d'autres. Les légumes secs, j'en ai mis dedans, mais j'explique bien, attention, les légumes secs, c'est dangereux. Il y a un risque. Les lectines sont là. Si vous faites manger ça à une personne âgée et si vous avez mal traité votre truc, enfin, pas traité correctement, au maximum du bien de votre truc, vous les rendez malades et potentiellement, vous pouvez les tuer. Donc oui, pour moi... Ça, c'était, je fais une aparté, mais ça, c'est pas mal expliqué dans le moderniste cuisine, justement, que les personnes enceintes, les personnes âgées, il faut éviter le sous-vide pour elles. Surtout sur les produits à risque, entre guillemets. Mais oui, parce qu'on va faire des sous-cuissons, donc pour les personnes enceintes, c'est une catastrophe, et des sous-cuissons sur les viandes, sur les poissons, et pour les légumes secs, si on n'est pas à 95 degrés sur une lectine, on n'en élimine pas. On peut faire n'importe quoi, on n'élimine pas. Donc le risque, il est là. Voilà. Donc oui, en effet, les risques sanitaires sont importants. Donc pour moi, un produit sain, le plus frais possible, traité le plus rapidement possible, pas laisser un produit sur la table une fois qu'il est sous vide parce que les anaérobes sulfateurs, ils sont là. Voilà, je veux dire, et puis surtout refroidir le plus rapidement possible. Ça, c'est clair. Et là, 3 jours. C'est un jour. 3 jours. 3 jours, c'est la loi en France. On lit partout. Je suis désolée, je reprends encore tout ce qu'on peut lire sur notre fameux groupe de sous-vide cuisine. On voit des personnes qui parlent... dit par des pros. Même dit par des professionnels. T'inquiète pas, t'as cuit comme ça, c'est 21 jours. Oui, j'ai cuit 21 jours. Mais ça, attendez, vous m'avez parlé d'une machine, la Samick, aujourd'hui. Samick est une très bonne marque. Ce sont des Espagnols. La législation espagnole n'est pas celle qu'on a en France. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Espagnols? Ils ont pris leur législation à eux, qui est très, très allégée par rapport à nous, puisque nous, on a mis la législation française plus la méthode HACCP américaine. Donc, ça fait un beau millefeuille comme ça, voilà. Et le résultat, c'est ça. C'est 3 jours chez nous. En Espagne, ils n'ont pas fait comme ça.
En Espagne, eux, ils ont dit, voilà, on met sous vide un produit, tu le gardes 3 semaines. Tu mets ça, et ils ont mis, donc, comme ils vendent leur machine en France, ils ont mis la législation espagnole, ils donnent des renseignements tout à fait légaux en Espagne, mais totalement illégaux en France. Alors, je ne sais pas si la personne qui intervient souvent sur le groupe pour dire justement les 21 jours ou 14 jours est espagnole. Je crois qu'ils sont français et qu'ils bossent, Voilà. ils bossent comme ça, sans faire d'analyse, sans rien. Donc, tu vois, on voit des erreurs aussi chez les professionnels qui nous choquent au bout d'un moment sur le groupe ou même les questions qu'on peut avoir sur le site. Il y a des moments, on envoie des MP aux gens pour leur dire, mais arrêtez, quoi. Oui, je pense que là, de dire et de faire n'importe quoi. La loi, c'est 3 jours, c'est 3 jours. Après, vous voulez faire 15 jours, 3 semaines, un mois, moi, j'ai aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais, tout de suite, test de vieillissement. Obligatoirement. Obligatoirement. S'il n'y a pas de test de vieillissement, pour moi, je ne valide rien du tout. Mais 3 jours, ça va. Et encore, pas surtout. Si je fais un saumon cuit à 54 degrés, non, tu pourrais pas. Non, moi, je le mange tout de suite. Oui. Mais je le garde pas 3 jours. Alors, quel prérequis pour faire de la basse température sous vide? Matériel, hygiène, précaution. Je crois qu'on en parle déjà depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter éventuellement sur la prise de température à cœur? Ah oui, tu vois. Alors, moi, j'ai 2 choses. Alors d'abord, c'est vrai qu'on parle de sous-vide, on parle de sac. Mais moi, je travaille de plus en plus sur la planète à travailler sur les bocaux. Donc ça, globalement, dans le bouquin, là, j'ai 1 ou 2 fois où je parle de bocaux, mais parce que je n'ai pas voulu trop développer non plus, puis on ne sait jamais. Si le bouquin devenait un best-seller, peut-être que je sortirai un numéro 2 avec des bocaux. Je ne rêve pas. Mais le bocal, de plus en plus, au début, je faisais 1 ou 2 bocaux dans mes formations. Maintenant, je suis à peu près à 40-60. 40% bocaux, 60% sous vide, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en bocaux. Donc, quand je fais du bocal, maintenant, j'ai des bocaux, je travaille avec le VEC, parce que l'intérêt, c'est que je peux les passer au micro-ondes pour réchauffer, ou je peux en tout cas, il n'y a pas de métal dedans, donc moi, ça m'intéresse. En plus, ils sont en présentation. Tu as vu maintenant, Solid Consulting, ils ont je crois que tu l'as, leur capot maintenant. Oui, tout à fait. Donc, ils ont un capot comme ça que j'en avais déjà un qui avait été fait parce que je travaille aussi avec une autre boîte qui vend des bocaux et donc ils avaient aussi déjà ça depuis quelques années. Et comme ça me permet d'en avoir 2 parce que quelquefois je prends 2 prises de température et je prends mes températures à cœur donc dans les bocaux comme ça. Je prends les températures à cœur aussi là aussi avec une sonde avec un joint de caoutchouc que je colle sur le sac et je plante mon aiguille dedans. Ou alors j'ai des sondes boutons que je mets à l'intérieur du produit. Oui, tu m'en avais parlé ça, justement. C'est vraiment un enregistrement. Comme la sonde bouton, c'est vendu par Laboratoire Humeau, qui est relativement cher, mais bon, voilà, c'est fiable. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai un enregistrement après de ma VP à cœur qui est au 10e de degré près, donc je suis tranquille. Et ça prend toutes les minutes. Donc, on est vraiment sur une courbe de température parfaite. Et j'ai exactement le nombre de VP à la sortie. Donc ça, c'est important. Mais pour moi, la prise de température, si la chose est bien menée, si on respecte des règles, pour moi, la prise de température n'est que optionnelle et on va dire, elle va vous assurer que vous avez des bonnes valeurs pasteurisatrices, mais si vous le faites bien, vous devez les avoir. Normalement, si ton process, tu l'as établi en prenant tes valeurs, après, tu n'as plus besoin de prendre, vu que tu as ta durée, tu as ta température. Mais quand je mets au point une recette, en effet, j'utilise toujours ma sonde pour voir quelle est l'évolution. Là encore, dans le sac, dans le produit, parce que là aussi, tout dépend du diamètre du produit. Si on est toujours, tu le dis continuellement, c'est vrai que oui, on le dit tout le temps. Et dans les bocaux, c'est pareil, toutes les tailles de bocaux. Donc, si on change de bocal, on change de taille. Il faut remesurer. On recommence. Alors, on t'épargne la question. J'avais une petite question. Tu préconises quoi pour les bocaux, toi? Parce que moi, je leur dis tout le temps, c'est plutôt tout ce qui va être en sauce, ce genre de choses, ou les crèmes anglaises, ce genre de choses. L'avantage, en fait, quand on met sous vide, là aussi, je mets sous vide. Moi, je mets en bocal, mais je mets sous vide avant de mettre dedans. On a quand même si on met du sous vide, et même si on arrive à des pressions, à des vides relativement importants, on n'est pas aussi sous vide que dans un sac. Et on n'a pas la même pression sur le produit. L'avantage du sous-vide, c'est que le sac va comprimer le produit, que là, le bocal, lui, il ne bouge pas. Heureusement, il n'est pas souple, c'est du verre, c'est dur. Donc, le produit ne va pas être écrasé. Donc, pour certaines choses, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on a un vide qui sera légèrement imparfait. Donc, il faut faire attention à ça. Et moi, en effet, l'idéal, c'est de mettre les produits dans les produits avec de la sauce ou du liquide. Parce que là, justement, ça permet, là encore, de retirer l'air et de remplacer l'air qui était dans le produit par le liquide qu'on a mis dedans. Donc, on aura un meilleur vide que si on ne met rien d'autre. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est plutôt ça. L'autre jour, j'ai fait un essai sur de la poitrine de porc pour voir.
j'ai rien mis. Donc un morceau de poitrine de porc, je l'ai roulé sur lui-même, je l'ai mis dans le bocal, j'ai fermé, j'ai mis sous vide et j'ai cuit. Le résultat était bon. Mais j'avais une légère oxydation sur le dessus puisque je n'avais pas le sac qui collait dessus. Donc si j'avais une oxydation, c'est que je n'étais pas complètement vide. L'idéal, en effet, pour moi, c'est les viandes en sauce, enfin tout ce qui est en sauce, tout ce qui a du liquide. Ouais, voilà. Tout ce qui a du liquide. Mais oui, moi je fais des crèmes brûlées que je prépare en avance. Alors là, je leur mets, parce que j'ai mes cuissons à moi, je leur mets 15 jours de DLC dessus. Mais moi, j'ai fait mes tests. Voilà. Et moi, j'avais ça au frigo, et puis voilà, ça ne bouge pas. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais il faut avoir le. Là aussi, si on passe 50 crèmes beurre Berker, il n'y a aucun intérêt à faire ça en sous-vide. Il faut mieux faire la méthode traditionnelle, parce qu'en sous-vide, il y a un joint qui est mort, c'est 20 centimes un joint, etc. etc. Bon. Alors, quand tu prends le prix d'un sac, tu es à combien? Ah, bah, un sac, ça va de 30 à 80 centimes le sac. Hein. Ça dépend de la taille du sac. Hein. Et puis, ça dépend de la qualité aussi. Moi, j'ai différentes qualités. Si on les prend, puis la qualité. Oui, c'est surtout la qualité. Surtout la qualité. Parce que moi, je prends des sacs chez des grands distributeurs de la restauration, ou je prends chez des spécialistes. C'est pas du tout la même chose. Pas le même résultat non plus. Je veux dire, déjà, le sac, quand on le touche, c'est pas le même. Mais le résultat à la cuisson n'est pas du tout le même non plus. Hein. Il y a des sacs, il y a des soudures qui ne tiennent pas, il y a des micro-fuites qui se font facilement que sur d'autres sacs. Donc, c'est le prix. Hein. Et c'est le prix, là aussi, comme pour le thermoplongeur, c'est le prix qui fera la différence. Et ça, voilà, je vais le dire pour la communauté aussi, c'est qu'il faut bien prendre en compte que, comme tu disais, il y a sac et sac. Tu as des sacs déjà qui vont être réservés pour je veux dire, la conservation, et tu as des sacs qui vont être pour la cuisson. Et tu as l'épaisseur. Ah, tiens. Tu as l'épaisseur des sacs qui va jouer énormément aussi sur, en fait, comme tu disais, les microfuites, les ceci, les cela. Et plus on achète bas de gamme, plus on risque d'avoir de problèmes. Et un autre truc, c'est que les sacs bas de gamme, les trois quarts du temps, tu n'arrives pas à avoir les températures de cuisson. Ni même la composition du sac. Donc. Non, on est d'accord. Hein. Il y a les sacs conservation, il y en a beaucoup, c'est marqué dessus. Hein. Ils disent jusqu'à 80 degrés. Donc les gens, c'est bien, je cuis à 65, 70 degrés, donc c'est bon. Non, c'est des sacs conservation. Donc ça veut dire que les phtalates, les bisphénols, tout ça, ils en avalent. Donc chacun fait comme il veut, mais on n'est pas là pour empoisonner les gens non plus. Voilà, tout simplement. Justement, c'est intéressant de le dire aussi, de le signaler. Voilà. Et après, on a les sacs selon le prix. Vous allez avoir des sacs qui vont descendre à moins 40 jusqu'à plus 120 degrés, mais il y en a d'autres qui vont être seulement sur 0 degré et plus 90 degrés. Ce n'est pas du tout le même prix. Et après, vous allez avoir les sacs multicouches. Là aussi, quand on met en sac, je vois tous qui ouvrent le sac comme ça. Allez, on fait plein de microfluides puisque ce sont des sacs laminés. Donc, il y a 7 couches de plastique. Quand on est sur 90 microns, cette couche de plastique, elles sont très, très fines. Donc, quand on les plie, on casse le sac. Ça ne se voit pas, mais quand on a mis un produit dedans, on met sous vide. Si on fait une cuisson relativement longue avec les microfuites, on est sûr de, là encore, rendre les gens malades. Donc, après, faut faire attention à ce qu'on fait aussi. Et la qualité du sac joue aussi énormément sur le résultat. On va le redire pour le groupe parce qu'on a eu le problème il n'y a pas longtemps. Quand un sac a pris l'eau, on ne le sort pas le produit, on ne le recuit pas. C'est poubelle. On peut le dire aussi. Ah ouais, oui, on peut faire une première cuisson, puis tiens, c'est pas assez cuit, je vais le remettre en deuxième cuisson. Oui, aussi, on l'a eu aussi. Non, quand c'est cuit, c'est mort. Voilà, faut plus rien y faire. Alors, moi, il y a une question que je saute parce que tu as déjà répondu sur les différents niveaux de mise sous vide, notamment avec les machines professionnelles par rapport aux machines pour les particuliers, mais également avec l'écrasement du poisson dont tu nous as parlé. Cédric le fait notamment pour les Saint-Jacques où il fait très très attention, lui fait une sous vide par palier quand c'est nécessaire, de manière à ce que ça n'écrabouille pas le produit tout simplement. Donc, j'ai plutôt parler des températures en dessous desquelles il ne faut pas descendre. Alors, il y a les températures déjà légales, donc dont ils n'arrêtent pas de nous bassiner, notamment sur la collectivité, c'est du 65 degrés. Il est évident que si on cuit au-dessus de 65 degrés tous nos produits sous vide, on est mal, on est très très mal. Donc, il y a un moment, il faut être logique aussi. En restauration, on a le droit de cuire en dessous, bien sûr. Pour moi, la température de début de cuisson, j'entends pour une protéine, voilà, on est à 52 degrés. En dessous, on va voir, bien sûr, à partir de 37, on va avoir un produit qui va changer de forme. Mais on ne serait pas encore sur une cuisson. Là, à partir de 52 degrés, moi, la Saint-Jacques, je la cuis à 52,5, très précisément. Et là, quand on coupe la Saint-Jacques, on est totalement irisé à l'intérieur. On est exactement entre le cru et le cuit.
Dès l'instant où on commence à avoir une irisation, c'est qu'on est vraiment au milieu du cru-cuit, donc on est au début de la cuisson. Et là, c'est parfait. Donc pour moi, les premières cuissons, c'est 52,5 donc pour la Saint-Jacques. Par contre, tout ce qui est viande, moi, je descends jamais en dessous de 55-56 degrés. Sur les basses températures, ça va être sur les filets de bœuf, des choses comme ça. Mais dès l'instant où je vais avoir des volailles ou des choses comme ça, où là il y a des risques sanitaires, moi je préconise une flash pasteurisation avant sur la surface. Et en général, je ne descends jamais en dessous de 60-61 degrés. Donc, il n'y a pas une grosse différence. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'on voit parfois des personnes, notamment qui s'essayent à la cuisson sous vide basse température et qui veulent reproduire les sensations de carnivore C'est-à-dire cru. et qui cherchent le steak bleu idéal, l'aller-retour dans la poêle, alors que justement il n'y a pas d'aller-retour dans la poêle, et qui descendent, on voit parfois des 46-48 degrés. Donc nous, ça nous fait sauter au plafond, bien évidemment, même si ces personnes... plein développement bactérien. Voilà. Et puis surtout, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, ça, c'est sûr. Je suis d'accord. Bon, d'accord. À toi. Idem pour les durées de cuisson. Est-ce qu'il y a une limite? Parce que tu vois, par exemple, comment c'est Edouard Douglas, non, ça y est, j'ai oublié. Oui, Douglas Baldwin, oui. Ouais, il parle que tu peux pas rester en dessous de 54, bon, c'est 54,4 normalement, pendant plus de 4 heures. D'accord. Alors ça, pour moi, sur une très très basse température, en effet, il y a un moment, on va avoir plus un développement bactérien qu'une cuisson. Donc le risque, il est là. Donc moi, si sur des cuissons très longues, parce que j'en ai fait des qui durent jusqu'à 5 jours, je suis toujours au-dessus des 65 degrés. En dessous, c'est très très compliqué. J'ai fait du jarret d'agneau que j'ai cuit aux environs de, je crois que j'ai fait 5 jours. Et au bout de 5 jours, en fait, la protéine, elle s'est dégradée complètement. C'est-à-dire que le premier jour, j'ai fait comme je fais d'habitude, mon petit jarret d'agneau confit, donc c'est 83 degrés pendant 12 heures. Ça marche à tous les coups. Il y a pas... Là, c'est hyper simple. Et puis après, je dis, tiens, si je cuis non pas 12 heures, mais 24, puis 48, puis 72, et à chaque fois, je descendais d'un palier. Et au 5e jour, quand j'ai pris mon sac qui avait tourné 5 jours, eh bien, je n'avais plus que l'os et toute ma protéine, c'était complètement liquide. C'était comme de la bouillie, comme une béchamel. Voilà. Mais elle était complètement dégradée. J'avais plus rien. Mais là, tu étais à quelle température? Parce que c'est peut-être une question d'enzyme après. Là. Voilà. J'ai un problème d'enzyme parce que justement, j'étais trop bas en température. Donc, je dirais, pour moi, il n'y a pas de limite de durée. Mais si vous regardez mes tableaux, à la fin, il y a toujours ces minimum, maximum en temps. Parce que pour moi, quand le produit est arrivé à son optimum, moi, le degré optimum où j'ai trouvé, où j'étais à la bonne température, à la bonne texture que je voulais, on peut y ajouter un certain pourcentage de temps qui est de l'ordre pour moi de... on peut monter de 20, 30, entre 20 et 30% de plus, donc pour le maintenir au chaud. Mais après, le produit va se dégrader. Un filet mignon de porc, si on dépasse son appoint de cuisson, je vais dire, on peut le laisser encore une demi-heure en plus. Mais si vous le laissez 1 heure de plus, votre produit va commencer à devenir un peu buvard quand vous allez. La texture va changer. On a vraiment une texture qui va changer et qui va dégrader le produit. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt. J'ai fait des patates douces que j'ai cuit très longtemps. Au début, elles sont confites, mais après, elles changent de goût. C'est surtout le goût qui change et qui devient désagréable. Donc il y a des limites aussi dans le temps. Dans mon tableau, j'ai mis justement le minimum pour arriver au bon point et le maximum pour quitter ce bon point. Et ça, c'est important de le respecter parce qu'on ne fait pas en effet des cuissons de 5 jours comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Déjà, je vous le dis tout de suite parce que j'ai testé. Jamais fait encore 5 jours. Maximum, j'ai fait 72 heures. Non, mais pour voir, je voulais voir quand même jusqu'à quel point ça pouvait tenir. Il y a un moment, et à 4 jours, mon jarret d'agneau n'était pas bon. Parce que la texture de la chair n'était pas bonne. Elle était comme un buvard, quoi. Elle était passée, elle n'était pas bonne. Mais le résultat gustatif n'était pas non plus dégueulasse, mais c'était pas l'optimal. Pour ça que je préfère de 12-14 heures à 83 degrés, au moins j'ai quelque chose de bien. 24 heures à 78, c'est pas mal aussi. Et puis après, on peut descendre si on veut une texture plus ferme, 70 degrés pendant 12-14 heures, ça le fait aussi. Mais on n'aura pas du tout les mêmes textures. Le temps est important. En fait, ce n'est pas le temps qui est important. C'est vraiment le couple temps-température. Le triptyque, c'est temps, température, produit. Si on n'a pas ces trois-là, on ne peut pas faire. Ok.
Allez, on va peut-être conclure cette interview qui dure déjà depuis presque une heure. 3 conseils que tu aurais donnés, toi, le vieux briscard de la cuisson sous vide à basse température. 3 conseils pour les petits nouveaux qui arrivent sur le terrain du thermoplongeur. Choisir le matériel, le bon matériel, respecter des règles d'hygiène minimum, ne pas faire n'importe quoi donc. Et je pense que le minimum, quand on se lance là-dedans et qu'on est professionnel, c'est de se faire former. On ne peut pas se lancer comme ça dans le sous-vide. C'est trop dangereux et ça donne des bonnes bases pour la suite. Merci pour eux. Cédric, je te laisse. Alors, on en parlait au départ. Je sais que je sais pas, tu l'as récupéré ton autoclave ou pas au fait? Oui, ça y est. On sait que tu es un grand amateur de l'autoclave. Ouais. Et donc, est-ce que tu as préparé des formations ou peut-être un livre? Alors, j'ai une formation, oui, mais là, l'autoclave, c'est complètement différent, puisque là, il y a une législation qui est beaucoup plus draconienne. Et en effet, pour travailler sur un autoclave, il faut avoir une habilitation que j'ai, mais je ne peux pas former une personne pour conduire un autoclave. Donc, de toute façon, si je fais une formation, oui, je fais une formation sur la création de recettes. J'accompagne des gens qui vont se lancer là-dedans pour les aider à créer leurs recettes et à mettre en place tout le système. Mais ils ont obligatoirement passé par le CTCPA, le centre de recherche d'Amiens, Amiens, où il y en a aussi à Nantes, il y en a dans le sud de la France, il y en a à Auch, etc. Où là, ils sont obligés de passer une habilitation. En dehors de ça, je travaille beaucoup, je mets beaucoup de la chose au point. J'ai fait une formation pour expliquer, parce que en fait, quand je fais une formation basse température, je fais une formation bocaux en même temps, bocaux en semi-conserve. Mais après, bien sûr, obligatoirement, on est obligé de faire une digression et d'aller sur la conserve, quelle est la différence entre conserve et semi-conserve, etc. Donc, j'ai fait aussi une formation dans ce sens-là, en effet, que je dispense de temps en temps. Et oui, mais par contre, ça ne sera jamais un livre. Parce que là, d'abord, les risques sanitaires sont encore plus importants, puisque là, vous l'avez vu à Bordeaux, c'est le botulisme, hein, donc on en meurt. Donc là, hors de question. Jamais, par contre, moi, je ne dirais autant sur le sous-vide, je vous donne des couples temps-température qui, moi, me permettent d'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Autant sur la stérilisation, donc sur l'apertisation, jamais je ne donnerai un couple temps-température. Voilà, vous mettez telle pression, vous mettez telle température et tant de temps, ça, je ne le dirai jamais. Là aussi, je mets des sondes, il y a des sondes à l'intérieur, un suivi, etc. Mais ça, moi, je ne prendrai jamais ce risque-là. C'est vraiment à la charge de l'exploitant, à la charge du responsable de production de prendre ce risque-là. Là, il y a des risques là-dessus. Donc, je suis plus en conseil que. Mais je fais déjà des formations là-dessus, mais il n'y aura pas de bouquin. Et tu en es content alors du coup de ton autoclave? Tu l'as testé? Je le connais parce que j'ai travaillé dessus, parce qu'en fait, c'est une boîte qui ferme et avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. J'ai mis au point beaucoup de recettes sans aucun allergène, sans lactose, sans gluten, etc. Et donc, cette boîte ferme. Et donc, ils m'ont revendu leur autoclave. Et c'est un autoclave que je leur avais fait acheter et sur lesquels on avait beaucoup travaillé. On avait mis au point pas mal de recettes. Donc, je le connais par cœur. Donc, je sais que j'en serai content. Voilà, il est seulement arrivé. Il y avait 5 palettes de bocaux à côté en plus. Et puis là, maintenant, il faut que je fasse les branchements parce que ça fait 4300 watts. Donc, il faut amener le courant. La sortie d'eau chaude aussi, parce qu'on a une eau qui sera à 100 degrés. Donc, on ne l'envoie pas n'importe où. Enfin, bon, donc là, j'ai un peu de boulot la semaine prochaine. Ouais. Mais ça va le faire. Je pense que vous aurez des résultats certainement. Puisqu'en fait, le bocal, c'est un peu sous vide, non? Mais pas basse température. Non. Ce ne sera pas chez vous alors. Il va falloir que je sorte un truc. À 95 degrés, je vais mettre au lieu de 61. Ça marche. Merci Christian. Merci beaucoup. Alors pour la communauté, s'ils ont aimé, vu qu'on va le mettre en ligne sur YouTube, qu'ils nous disent dans les commentaires si ça leur a plu, s'ils veulent qu'on refasse d'autres interviews d'autres personnes, moi sur d'autres sujets, pas que sur le sous-vide, parce qu'il y en a plein, des sujets en cuisine. Donc voilà. Et merci d'avoir répondu à nos questions, Christian. Bien, ça a été un plaisir. À plus pour la communauté. À plus pour la communauté. Et moi, je vous rappelle que Christian a un site qui est www.cuisine-passion.net et qu'il nous a sorti un magnifique livre, La cuisson sous vide à basse température à Noël 2023. Merci beaucoup Christian et bonne journée. On vous mettra le lien en dessous de toute façon. Merci.